Bonjour, c'est parti, l'émission commence. Oh là. Veuillez m'excuser, j'avais oublié de couper le son du retour. Désolé. Alors, ouais, il y a encore un petit truc à faire. Ouais, alors, oui, je suis là. La voix pas encore bien rodée. Oui, alors, hop, je vais bouger légèrement ma caméra. Et hop là, ça sera mieux. Voilà. Donc, je suis toujours sur un fond découpé grâce à mon fond vert. Donc, il y a des petites imperfections, il y a des petits soucis, mais c'est pas grave. Le principal, c'est pas forcément ma tête, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Alors, on voit un joli logo Adrien Bricole. C'est une personne que je connais pas, que je vais découvrir en même temps que vous, mais on va parler de CNC Présage. En anglais, c'est routeur, donc commande numérique fraisage ou routeur. Et on va voir diverses machines, bien sûr, et aussi quels sont les fichiers qu'on peut utiliser déjà tout fait et où les chercher. Voilà, donc, principalement. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'émission, hein, c'est consacré à soit la commande numérique fraisage, ou routeur, soit l'impression 3D, donc imprimante quelconque, hein. J'en ai pas, hein, donc je ne peux pas vous le dire. Enfin, si j'en ai une, mais je m'en sépare puisque j'en ai plus d'utilité. Donc oui, c'est vrai que c'est que si vous cherchez une imprimante 3D qui fait de l'ABS ou du PLA, PS parce qu'elle est close, hein, c'est une XYZ Printing DaVinci 1.0A, pour être précis. J'ai encore le catalogue d'origine, donc c'est pour ça que je peux vous dire exactement, je vais aller en ligne de mire si je veux, donc je vous dis exactement la référence. Il y aura deux bobines entamées données, un support bobine et deux bobines neuves. Après, à vous de voir si ça vous intéresse. Alors, je suis dans le Limousin, le département 87. Il faut venir la chercher. Je la donne, donc je ne fais aucune expédition, je ne fais aucun frais. C'est à vous de venir la chercher si vous la souhaitez. Sur ce, on va commencer avec cet Adrien Bricole. Je ne sais pas si vous aurez le son, je ne crois pas. Et on va voir. Moi, je vais avoir le son. Oui, vous en avez marre de tout faire à la main. Vous en avez assez d'être maladroit. Vous Ouais. avez une imprimante 3D. Voilà, c'est drôle. Une badate, la moins chère de toutes les Voilà. Oui, l'aluminium. Mais là, tout de suite. Voilà. Ouais, il raconte que sa machine numérique, il veut la créer parce que ça fait longtemps que ça lui reluisait dans le ventre, on va dire. Ouais. Il explique que il va la prendre, la faire en 3D parce qu'il a une imprimante et qu'il va juste joindre les pièces qui lui permettront le déplacement. Et là, voilà. Oh là. Voilà. Ah, il met une rompe. D'accord. Oula. 60 roulements à payer. D'accord. Ah ouais, les déplacements se refont en courroie GT2. C'est-à-dire pas de 2 mm entre chaque dent, hein. En largeur 6 mm apparemment. Il explique qu'il faut les pilotes. Oui, oui. Des heures et des heures d'impression pour avoir les pièces, hein. Aïe! Il annonce 200 heures, c'est énorme. Voilà. Ouais. Vous voyez, voilà. Thingiver, c'est une mine, trésor. C'est là où on va chercher en général. Quand on sait ce qu'on veut, on cherche. Alors la recherche, il faut la faire en mode anglo-saxon, hein. Et donc le mot anglais est plus facile à. Voilà. Alors, vous n'avez pas le son, je pense, hein. Mais il le fait en PLA. Bon, pourquoi pas? C'est aussi résultant de l'ABS si on fait attention dans quel sens on l'utilise. Donc on va sauter un peu, hein, on voit le montage. Alors il se fait en tube rond. Alors là, après, c'est vrai que le tube rond, c'est du 25 mm, apparemment, il a dit. Donc toutes les pièces sont calibrées pour accueillir du 25 mm. Voilà.
Donc, ah oui, mais il y a quand même un peu de travail sur certaines pièces, hein, donc il faudra être précis quand même un minimum. Tout se fait pas qu'avec l'impression 3D. Faut être précis dans les perçages des tubes pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc il faut quand même du matériel derrière soi, avec soi, pour faire. Alors, une astuce pour percer un rond, un tube, c'est simple, vous faites un V à 90 degrés, mais incliné à 45 degrés. Je vais vous montrer. Comme ça. Vous pouvez mettre votre tube au milieu et il ne bougera pas. Si vous voulez vraiment percer correctement, vous faites un autre 45 degrés, enfin 90 degrés au-dessus, qui fera le canon de perçage, pour éviter que le forêt ne chasse. S'il chasse, vous avez tout perdu. Donc pour éviter ça, il va falloir que vous imprimiez une pièce qui vous permet de faire un canon de perçage. Et, oui, c'est le fraiseur qui vous dit ça parce que j'ai déjà eu le cas. Donc on prend deux V à 90, on met l'un au-dessus de l'autre, et comme ça sera toujours le même diamètre, vous faites le calcul, hein, et dans ces cas-là, vous faites le canon de perçage sur le V supérieur qui vous permettra de guider le forêt. D'accord. Ah, il a eu des petits déboires. La carte Shield Ramps a grillé son Arduino. Donc un Arduino, ça coûte quelques dollars. C'est pas. Prévoyez, alors, pour l'électronique simple, enfin, l'électronique simple, la carte Arduino, la Ramps et un écran, prévoyez d'avoir un double. Sinon, vous allez, comme lui, galérer. Il est obligé de changer son écran et sa carte Arduino. C'est le poste le plus cher, peut-être, on va dire, à part les moteurs. Mais si vous prenez un kit, prévoyez, après avoir pris ce kit, d'acheter aussi en double l'électronique parce que le moindre souci, vous cramez rapidement les cartes et vous vous retrouvez à devoir attendre. Même si les livraisons, des fois, sont rapides par certains services, là, vous avez perdu du temps. Alors, comme tout le monde le fait, c'est simple, on fait toujours un test avec un stylo. Et là, on se rend compte, la planéité, c'est zéro. Voilà, il n'y a pas de planéité. Donc, il va falloir. Voilà. Donc, la première chose qu'on fait quand on va usiner, on prend une fraise, on met un martyr et le martyr, on le rend parallèle au déplacement de la fraise. C'est-à-dire qu'on va attaquer sur 1 ou 2 mm ce martyr et on va lui demander de devenir parallèle au déplacement de la fraise. Alors, bien sûr, il faut que la fraise, elle, soit vraiment verticale. Donc, il faut vous assurer qu'elle soit verticale. C'est-à-dire, vous prenez un niveau et vous le mettez de chaque côté du routeur et vous vérifiez que c'est bien vertical. Après, prenez une fraise d'un diamètre assez important, hein, pas une fraise de 3 mm, hein, c'est vraiment entre. Prenez du 6, voire du 10. Si la queue de votre fraise est compatible avec la douille maximum que vous puissiez mettre dans votre mandrin, voilà. Ah, il est très content d'avoir usiné son premier. Voilà. Voilà, il fait le petit stick, le steamer qui souhaite. Oh non, celui-là, donc je ne vais pas y aller. Je l'avais mis de côté. Alors, oui, le premier conseil, c'est de vérifier la planéité de son martyr. Et pour ça, il s'est rendu compte que c'était pas plat et pas de niveau à cause de son stylo qui ne marchait pas dessus. Puisque si vous voulez travailler sur un truc qui n'est pas plan, pas vraiment plan, avec un stylo, il faut qu'il y ait un ressort qui appuie le stylo en permanence. Sinon, votre tracé ne sera pas bon. C'est comme le laser, si vous voulez que ça soit bien fait, il faut que au maximum, il n'y ait pas plus de 1 mm, on va dire, de défaut de planéité sur votre support, parce que lui, le laser, il est relativement précis. Si le focus ne se fait pas correctement au bon endroit, eh ben, il ne va pas couper correctement. Donc, la première des choses, quand on a fait sa CNC, c'est prendre ce qu'on appelle un martyr, c'est-à-dire une planche qu'on rajoute, parce qu'il y a une planche support qui permet de montrer la machine. Après, on rajoute une planche qui, elle, va prendre les coups. Hein. Mais avant de prendre les coups, il faut la rendre plane par rapport à la fraise, automatiquement. On prend une fraise d'un diamètre 10, on va dire, hein, la queue de 6, on va dire, un diamètre 10, et on va demander, à l'aide d'un G-code qu'on aura fait sur Kanban, sur quelque chose comme ça, de venir raboter cette surface de travail
Et alors, une chose, c'est qu'en général, la surface de travail est toujours plus petite que la surface réelle de la machine entre les plots. Donc, ce qui fait que si vous voulez pouvoir brider correctement, je vous encourage à faire moitié-moitié. C'est-à-dire que vous mettez votre martyr correctement, vous surfacez la moitié, vous retournez votre martyr, vous surfacez l'autre moitié. Et vous voyez si ça coïncide. Si ça ne coïncide pas, c'est qu'il y a vraiment un problème en dessous. Donc, dans ces cas-là, vous ne faites pas ça, vous ravancez votre planche et vous continuez à travailler dessus. Parce que la surface de travail de la fraise est toujours plus petite que la surface où on peut poser la pièce parce qu'il faut la brider déjà, premièrement. Les brides, il vaut mieux qu'elles soient en dehors de la surface de travail de la fraise, principalement. Vous risquez une collision. Et une collision avec ce genre de choses, ça peut faire des dégâts. Donc, la première des choses, c'est on teste, voir si le stylo peut marcher, parce que les déplacements, pour voir dans quel sens ils sont bons ou pas. Hein. Imaginez que vous écrivez votre prénom et d'un seul coup, votre prénom se retrouve dans le mauvais axe ou carrément en miroir. Vous savez qu'il faut intervertir vos axes et que ça, en général, l'Arduino c'est GRBL. Il y a la ligne 3 où vous regardez bien comment il faut mettre le chiffre de décimal avec un code hexadécimal. Je vous explique. Même pas un code binaire. Voilà. Le code binaire, il faut le traduire en code décimal et vous verrez que les déplacements vont se changer de sens. Il faut regarder JRBL 1.1, c'est la base de ces genres de machines. Donc vous regardez la ligne 3, le $3, vous l'éditez et vous regardez ce qu'il faut pour que le sens de l'axe X, de l'axe Y ou de l'axe de Z, ou voire des 2 ou voire de 3, soit inversé en fonction de ce que vous avez réussi à voir dans les déplacements. Alors, une chose, l'axe Z fait des déplacements très fins. 4 mm par 4 mm maximum. Si vous mettez 10 mm et que vous allez en plafonner, ça ne va pas le faire. Donc l'axe Z, quand on le vérifie dans le sens dans lequel il va, vous mettez à la main à moitié de la course de chaque côté et vous demandez 1 mm maximum. Et vous voyez dans quel sens il va. Si c'est un moins, il doit descendre. Si c'est un plus, il doit remonter automatiquement. Le plus dans un Z, c'est la fraise remonte. Et quand vous allez attaquer la matière, la fraise descend avec un Z moins. Alors après, il y a l'axe X, qui est la translation de la tête sur son chariot. Et il y a l'axe Y, qui est la translation du portique. Parce que le Z est sur un chariot, mais après, le chariot est sur le portique. Voilà, c'est comme ça que ça s'explique. Hein. Donc le portique, c'est la partie qui se déplace en Y, d'avant en arrière. Le X est donc sur le portique et il tient le chariot qui permet de déplacer le Z en translation. Et le Z, c'est la hauteur-profondeur. Voilà, tout simplement. Donc, vous faites des déplacements relativement faibles pour le Z. Par contre, pour le X et le Y, pour bien régler, faites des déplacements de 50 mm à 100 mm, si c'est possible sur votre machine, bien sûr. Ce n'est pas possible, vous mettez en général à la main à moitié, c'est-à-dire vous gardez la distance maximum de déplacement, vous la divisez par deux, vous vous mettez à moitié et vous regardez l'ensemble de déplacement si c'est bon ou pas bon. Et dans ces cas-là, avec votre stylo, vous écrivez un texte, vous regardez comment il se déplace, ou vous faites un carré, ou vous faites une figure qui fait que la figure, elle, par exemple, il va y avoir le Y moins, le Y plus, le X plus et le X moins qui sont dessinés. Et si ça ne va pas dans le bon sens, c'est-à-dire que vous l'envoyez à X plus, mais il va en X moins, ben vous savez qu'il faut inverser le sens. Et ça, dans ces cas-là, ça se fait à la ligne 3 de GRBL, c'est-à-dire $3, vous éditez et vous regardez ce qu'il faut faire, tout simplement. Donc, on va passer au suivant. Là, c'est une modélisation d'une cuisine et la découpeuse va faire après, suivant le plan, bien sûr, hein, tout ça, voilà. Le plan est édité par rapport à la surface de la machine et on va carrément faire des choses, voilà. C'est du... non, c'est SketchUp, je crois, ou un logiciel qui est spécialisé, voilà. Voilà, c'est hop, mais je n'arrive même pas à voir le nom. De toute façon, en haut à gauche, vous verrez le nom du logiciel. Ah bah, il va sur Vectrice après. Et on voit la position de tout pour éviter de gâcher de la matière et tous les usinages qui vont être faits. Voilà. Et la fraise peut repasser 2 fois au même endroit parce que pour optimiser, il vaut mieux que les planches soient l'une à côté de l'autre. Voilà.
et elle va passer 2 fois au même endroit, ce qui fait qu'elle va passer dans le vide si elle veut, mais elle va évacuer les copeaux de la précédente. Ah, ça, c'est une machine type industrielle hein, quand même, hein. Elle est à dépression, on voit les quatre manettes bleues là qui sont verticales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bride, c'est par succion que la pièce tient en place. Ça s'appelle une table à dépression, tout simplement. Là, il y a eu changeur d'outil, on voit à droite. Donc le Z fait son travail, il va faire ses petits traits, il va faire ses petits points, il va faire ses perçages. Là, il va faire ses usinages de quoi? Alors la matière utilisée, c'est pas une matière que j'aime beaucoup, c'est de l'aggloméré, une matière de mauvaise qualité pour moi. C'est des vulgaires copeaux qui sont agglomérés par la colle, c'est-à-dire qu'il y a autant de colle qu'il y a de copeaux, pratiquement. C'est une horreur, ça coûte moins cher, apparemment. Ça s'appelle du mélaminé. Vous voyez, hop, voilà. La seule matière que je travaille en général, c'est le contreplaqué. Donc c'est une feuille dans un sens, une feuille dans l'autre sens, hein, contreplaqué. Ou alors l'OSB. Alors l'OSB, c'est des très grands copeaux qui ont été fabriqués pour, et non pas de la sciure, euh, qui ont été fabriqués pour. Là, on voit que ils sont assez spécialisés, hein. C'est pas que la CNC. Là, il y a des choses assez spécialisées. Donc, mais c'est de type Ikea, donc c'est de la sciure. Voilà, c'est de la sciure qui a été agglomérée par la. Et ça, quand vous montez un meuble de cette qualité-là chez vous, excusez-moi, ben, si c'est l'été, laissez-le dehors une ou deux nuits, à l'abri quand même, mais laissez-le dehors une ou deux nuits, pour que les saloperies qui sont à l'intérieur, type bisphénol, ben, s'évaporent le plus possible. Parce qu'au moment du déballage, vous allez vous rendre compte que ah, ça sent bon, ça sent neuf. Non, c'est une horreur. Évitez de respirer cette chose, et surtout si vous le mettez dans une chambre d'enfant, évitez de mettre ces choses Ikea. Alors, c'est vrai que c'est pratique, c'est pas cher, mais ça tient un déjeuner de soleil, comme on appelle, hein. Et vous la montez une fois, votre cuisine, et puis ben, vous la démontrez jamais, hein. Elle est bonne pour la casse. C'est comme les bibliothèques. Ah, c'est beau, hein? C'est du plaquage. Vous prenez votre plan de travail qui prend un peu l'eau, il va se gondoler, terminé. Donc la moindre fuite, la moindre chose comme ça, compte un contreplaqué. On va passer un peu plus loin, hein. Vous avez vu, hein, la CNC a très peu intervenu. Allez, on va passer à autre chose. Alors, voilà. Comment usiner un grand panneau avec une fresque, on va dire. Donc et bien sûr, c'est en pseudo 3D. En 2D et demi, on appelle ça. Pseudo 3D. C'est toujours sur le même plan, hein. Il y a que deux axes qui bougent en même temps, en gros. Vu que c'est toujours le X et le Y qui travaillent, et après ça se déplace en Y. Le X et le Z travaillent, ça se déplace en Y. Le X et le Z travaillent. Voilà. C'est de la 2D et demi, ça s'appelle. C'est très long, hein, c'est très très long, même avec une fraise. Alors là, on est dans un atelier quand même relativement professionnel, puisqu'il y a format, hein. Ils délignent leurs morceaux de bois, hein, pour faire quelque chose de propre. Et après, ils vont aller sur. Ah oui, d'accord. Ils collent deux planches. Alors, c'est du bois. Ouais, c'est du bois. C'est pas de l'aggloméré, c'est pas de. Non, c'est du bois. Et ils ont de la bonne planche. C'est du massif. Voilà, ça s'appelle du massif. C'est pas du bois, c'est du massif. Voilà. C'est beaucoup plus pratique à travailler, beaucoup plus beau. Et quand on fait ce genre de panneau, ben, vaut mieux du massif parce que sinon, ben, vous allez vite retrouver des copeaux partout. Et aussi le fait qu'il faudrait retravailler la matière après. Ah, je les ai déjà vus, ces braves gens, ouais. Sympa ça. Et bien sûr, ils peuvent faire que la matière soit enlevée des deux côtés. Ils font en sorte que le cadre lui-même, quand ils peuvent vont le retourner, ça permet de reprendre les dessins en dessous, dans l'autre sens, et de pouvoir faire du recto verso sans. Voilà,
Voilà, c'est ce qui permettra de retourner la planche et d'avoir la symétrie possible, simplement. Les taquets vont se mettre à cet endroit-là et c'est qui permet d'être sûr de se retrouver au bon endroit en retournant. Donc là, on est quand même dans le professionnel, hein. C'est une machine qui coûte au bas mot 30 000 euros. Et ils n'ont pas l'air pressés puisqu'ils ont tout à fait raison. Le bois peut carrément faire des éclats. Et là, ils récupèrent la matière qu'ils avaient en trou. Ils avaient prévu une marge. C'est un joli panneau parce que j'ai déjà vu cette vidéo-là. Et le résultat final est superbe. Euh, Là, c'est un autre travail. Et je ne vois pas sur quel type de. Enfin bon, ça permet de faire des panneaux évidés, on va dire, de très bonne. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ils sont en train de préparer les trous pour positionner sur plaque, puisque c'est pas cette machine-là qui va usiner apparemment, c'est une autre. Et ce sont les pions qui permettent de positionner correctement. Parce qu'on voit, le martyr, c'est ça, hein. C'est le médium qu'on voit là, qui vient de se faire attaquer par la fraise. C'est ça un martyr. Ce qui veut dire que, même un taraudage dans le médium, comme l'espérance, taraudage extraordinaire. Et avec un pas de vis assez. Ouais. Donc, ce qu'on voit, c'est la table étant d'aluminium et le martyr étant en médium. Et lui, il a dû être rectifié, il a dû surfacer pour obtenir une planéité parfaite pour pouvoir positionner les planches qui vont venir dessus. Donc voilà, il est en train de faire. Donc la planche qui a été découpée et mise aux dimensions sur l'autre machine est transférée ici pour pouvoir être usinée, travaillée. Voilà, avant qu'il ne se soit pas trompé. Donc les trous doivent correspondre et c'est ce qui permettra de faire la symétrie. En retournant la plaque, on pourra obtenir le même zéro et le même en départ. Pour le bois, c'est pas toujours bon. Mais bon. Alors, ils positionnent leur vis, hein, vu qu'ils ont fait un joli pas de vis dans leur médium et aussi qui allait jusque dans l'aluminium. Ça évite des brides, parce que c'est pas une table à dépression celle-ci. Alors on voit la colle, mais c'est pas grave, hein, la colle va partir dans l'usinage. Dans ce sens-là. La colle va partir à l'usinage, elle va partir. En général, la surface zéro, on l'usine aussi, hein. Les reliefs sont toujours à moins quelque chose. 0,5 peut-être, toujours en dessous. La prise du zéro par rapport à la table, et non pas par rapport à la pièce. Et là, attention quand on fait un zéro par rapport à une table, pièce, c'est qu'il faut ajouter l'épaisseur de la pièce, pour pas emplafonner. Alors c'est une fraise à bout rond en général, pour bien travailler. Et voilà, je vous disais, le principe de la 2D,5, c'est qu'il y a un axe qui bouge, il y a le Z qui plonge, et après, une fois que c'est arrivé au bout, on se déplace, là apparemment en latéral, pas en longitudinal, en latéral, pour décaler de, je crois que c'est 40% maximum de la largeur de la fraise, pour pouvoir continuer à travailler. Et on voit bien la sciure, ils l'ont laissé exprès. Apparemment, l'aspiration n'est pas extraordinaire, puisque la sciure devrait disparaître. Et l'aspiration, dommage. Il vous montre bien comment ça travaille et que c'est. Le Z a un énorme moteur, probablement un EMA 34, avec amortisseur de couple. Et il travaille beaucoup, lui. Et c'est lui qui fait ce qu'on appelle la 2D,5. Donc, voilà. Il peut être de bonne qualité, apparemment. Il y a un bon veinage dedans. Et il est usiné dans le sens de la fibre.
C'est bien mieux, comme ça évite les éclats. Pas mieux. J'ai beaucoup de son. Je devrais Et voilà. Donc on va abréger un peu, hein, on va avancer. Je vais voir qu'ils font. Là actuellement, ils sont en train de faire le deuxième côté apparemment. Ou alors ils ont fait directement en traversant. Non, ils font bien le deuxième côté. Et on voit qu'il y a de la matière. Voilà. Donc ils font bien le deuxième côté. Donc ça sera traversant. Voilà. On voit bien. Alors je pense qu'ils vont enlever la partie cadre où il y a les vis. Ils ont prévu de. Voilà. C'est superbe. Et le fait que, comme il y avait des vis, faisait le fait qu'ils pouvaient le retourner dans une position déterminée grâce aux vis. Faire une symétrie. Super. C'est un bel atelier apparemment. Ils font des belles choses, hein. Et on peut faire ce qu'on appelle un moucharbier ou carrément ce genre de choses pour un paravent, quoi. Et si on met une matière différente derrière ou une teinte différente, on la verra. Alors que c'est plus facile de faire comme ça que d'essayer de rentrer la couleur dans une partie. Ah, c'est superbe. On voit bien, c'est génial. Bien exécuté. Alors, attention, hein. Là, on a 10 minutes de vidéo. Et il y a plusieurs jours, à mon avis. Il y a au moins un jour par face. Un jour de travail, hein, on va entre 8 et 10 heures de travail par face. Voilà, super. Vraiment, ils sont bien spécialisés. On va éviter les choses, voilà. Alors là, ce sont des gens, des Allemands, c'est grave. Ils écrivent en anglais, mais et ils nous disent où trouver en gros des exemples, hein, déjà tout fait, pour travailler avec. Voilà. Alors c'est une suite, hein, VCarve et tout ça, c'est Aspire, ils disent comme ça, Aspire. Une suite de logiciels, ou Vectrice Aspire, ouais. C'est une suite de logiciels qui permet de travailler dans bonne corrélation, puisque on fait par le même fabricant, on va dire. Alors, on reviendra plus tard sur le laser. J'aime bien cet Américain qui construit lui-même sa CNC en bois. Alors, vous voyez, il utilise du contreplaqué, du vrai contreplaqué, non pas du plywood. Ah oui, aux États-Unis, il y a le plywood, qui est soi-disant du contreplaqué, mais non, c'est carrément enfin, ça dépend des arbres qu'ils utilisent, enfin, des essences d'arbres, parce que il y a des fois des grandes surfaces qui sont vues. On voit bien les fibres, on voit bien. Alors que le contreplaqué en général, c'est du bouleau ou du peuplier, et ça permet d'avoir une certaine uniformité sur la matière. Voilà, on voit bien, hein, c'est quand même une machine qui fait en bois. C'est sur un truc. Alors, on va aller sur ce monsieur-là. Il y a un grand écran. On voit d'ailleurs, son atelier, c'est comme s'il n'y avait que des écrans. Donc, il y a un écran de télé, hein. Il y a deux écrans d'ordinateur, un troisième écran d'ordinateur qui est l'ordinateur portable. Il utilise Mac 3, on voit bien, hein, le style Mac 3, hein. Peut-être Mac 4 maintenant. Mais alors, la particularité de Mac 3, ils sont passés au réseau, je crois. Ils sont passés à l'Ethernet. Mais à l'origine, le Mac 3, c'était uniquement sur les machines qui avaient un port parallèle. Donc, une ancienne technologie. Un port parallèle, c'était le port des imprimantes jusqu'à les années fin 90, début 2000. Et après, il y a l'USB qui est arrivé, le plug and play sur Windows, hein, et aussi après sur Mac. Donc, il y a eu cette facilité d'un type de câble avec 4 fils, 3 fils pour certains, mais 4 fils pour d'autres, d'avoir divers. Je suis en train de faire un truc. Je reviens. Voilà.
Je suis de retour. Bon, pendant ce temps- Ah non, vous n'avez pas vu pendant ce temps-là. C'est pas grave. Excusez-moi, voilà. Je vais démarrer mon feu pour avoir moins froid pendant le stream parce que je suis assis et je ne bouge pas beaucoup. Et je voyais qu'il était en train de s'éteindre, donc je suis relancé. Alors, vu la couleur, vous croirez que c'est... Non, c'est juste deux poches de thé que j'ai mis dedans dans un verre de 50 centilitres. Ah oui, c'est vrai que la demoiselle est impatiente. Là. Chaque fois qu'elle me voit faire ce genre de choses, c'est-à-dire streamer, est avec nous, eh ben, elle dort pas, elle est un petit peu fofolle. Elle a tendance à... Alors, il y a une commande qui s'appelle chat. Hein. Faites chat. Vous avez la réponse. Voilà. Et le petit nom du chat. Enfin, du félin. Euh, alors, vous allez voir, hop là, c'est parti s'abreuver. Attention à ce qu'il y a autour. Voilà. On va voir un petit peu aussi le poil qui est reparti. Hein. Et il a repris du poil de la bête, comme dirait l'autre. Alors, c'est spectaculaire parce que la caméra permet de voir en infrarouge. Donc, ce que vous voyez, il n'y a pas que les flammes. Tout ce qui est violet autour, c'est ben, la partie de la chaleur qui est dégagée. Parce que l'infrarouge, c'est aussi de la chaleur. Donc, la caméra capte cette chaleur et vous la montre telle que. Ah oui, d'ailleurs, oui. On va revenir sur le félin. Alors, attends, vous la recadrez. Voilà. Voilà. Elle tourne le dos, mais elle est en train de boire. J'ai changé sa gamelle d'eau. Elle doit être contente. Donc, revenons à notre monsieur qui est en train de faire. Voilà. Et ben, c'est ce qu'il faut faire sur une table martyr, c'est ça. C'est obtenir une planéité parfaite. Donc là, apparemment, bah, pour mettre à la cote, il est venu faire sa planéité. Et là, apparemment, il fait du relief. Je ne me souviens plus de ce qu'il fait. Et là, il fait ce qu'on appelle l'ébauche. C'est-à-dire qu'on enlève le maximum de matière avec la fraise la plus grosse qu'on utilise. Hein, là, apparemment, c'est quelque chose comme ça. Voir peut-être même plus. Voilà. Et en général, quand on utilise ce genre de machine, enfin ce genre de fraise, on ne prend pas pleine matière. On prend pas l'entièreté du diamètre, c'est normalement un tiers de la terre. Mais jamais plus parce que bah, si vous rentrez une matière qui est plus dure, à un moment donné, vous allez vite vous apercevoir que ça ne va pas rentrer. Que là, il doit diminuer d'épaisseur, carrément, hein, pour ébaucher. C'est là que ça va très vite, l'ébauche. Et après, il va prendre une fraise. Ouais. On voit les copeaux voler. Hein. À mon avis, c'est la vitesse réelle, ça. On voit les copeaux voler. Et vous verrez qu'ils voleront moins quand ça sera phase de finition. Probablement conique avec un bout arrondi. Et qui permettra de faire on voit, c'est les courbes de niveau, on va dire. Brut. Et après, on va venir arrondir tout ça et faire que le finition. Donc. En général, bah, c'est deux fichiers différents. Hein. Alors, voilà. Et il fait son changement de fraise. Est-ce que c'est une conique? Apparemment, oui. Ah, dégager sa main, le brave monsieur. Voilà. Donc c'est bien une conique avec un bout arrondi. Et là, il va venir faire la finition. Et je pense qu'il va nous mettre en mode rapide. Parce que c'est relativement long d'enlever 40% d'une fraise qui doit faire au bout 3 mm. Ah, on a accéléré. Hein. Là, franchement, ça m'étonnerait qu'il y ait cette vitesse-là. Là, c'est en vitesse réelle. Et on voit les courbes de niveau vont s'adoucir. Voilà. Et c'est beaucoup plus beau. C'est vraiment très très fin. Alors, c'est pas une fraise à bois, c'est une fraise à métal plutôt, parce qu'on voit que le copeau est repoussé sur la gauche. Là. Voilà. Hop, quand il arrive là, la fibre est repoussée. Mais elle sera coupée à la fin. Mais voilà. Et donc, là, eh ben, il fait de la 2D. Hein. Il travaille que sur deux axes simultanément. 2D. Et il va obtenir un visage, je crois. Donc voilà, on voit la progression, hein, il nous tourne la page. Et on voit bien Ah oui, superbe visage en plus, apparemment, Mina.
Et on voit bien l'arbre, comment il a été, comment il a poussé, puisqu'on voit les strates de cet arbre. Lui aussi, il a ses propres courbes de niveau, on voit bien. Mais bon, assez arrondi par la machine, mais on voit bien comment il a vécu et comment il a aller plus loin, hein, nous montrer la suite. Voilà. Ah oui, c'était. Alors, juste encore un petit peu en avant. Non seulement c'était maintenu serré pour éviter que ça ne bouge ou ne tourne, mais c'était aussi maintenu sur la table martyre grâce à des velcro apparemment et qui étaient collés. Donc c'est une technique qu'ils utilisent. On met un double face, on le colle sur le martyr, on colle un double face sur la pièce à usiner et après ils mettent de la colle entre les deux. C'est assez particulier, mais apparemment ça a l'air de bien tenir. Par contre, il avait quand même mis ceinture bretelle, c'est-à-dire qu'il a mis ça comme ça, mais pour éviter qu'elle ne puisse tourner. Ah oui, on voit qu'il y a des exemples. Donc, joli lion. Euh, alors, s'il avait été fait en ivoire ou en matière plutôt résine, ça s'appelle un camé, ce genre de choses. On le voit à l'écran. En général, c'est un support rose et après, par-dessus, c'est du pseudo-ivoire, j'espère que non. C'est de la résine blanche qui est usinée et ça s'appelle un camé. Donc, ce monsieur est satisfait d'avoir. J'ai fait une erreur. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Voilà. J'ai agrandi, alors je n'aurais pas mis. Alors, voilà, le type même de la machine DIY, c'est-à-dire faites-le vous-même. On voit que le martyr est en MDF et en dessous, c'est du bois vif apparemment, ou contreplaqué. Voilà, tout est en contreplaqué. Voilà. Alors, le martyr, c'est pas grave qu'il soit en MDF, on s'en fiche. Vaut mieux à la rigueur que ce soit MDF parce que, par contre, quand vous allez usiner cette matière-là, ça fait énormément de copeaux, énormément de poussière plutôt que de copeaux. Protégez-vous. Protégez vos bronches parce que franchement, c'est ignoble à usiner ce genre de matière et ça vole partout. Alors, il y a aussi le fait que, voilà, il a mis un Arduino. Alors, c'est un petit Arduino nano, hein, avec les steps les steppers qui sont là. Un relais. Alors lui, c'est le relais qui permet de déclencher en général la broche. C'est juste un déclencheur. C'est-à-dire que la broche, elle peut être alimentée en 220 volts. Là, c'est le fait que c'est un relais qui va coller, qui va dire voilà, je te donne du courant. Mais bien sûr, c'est des fils va déclencher un interrupteur qui va lui donner du 220 volts à la machine. En général, on met ce qu'on appelle un voilà, comme lui là sur batterie, hein, simplement. On voit, alors ça apparemment c'est des rainures qui vont permettre de faire glisser quoi. Autre chose, voilà. Donc oui, quand si vous travaillez, voilà. Donc le relais que je vous ai montré, la partie bleue que je vous ai montré qui est un relais, lui permet de démarrer euh, broche, on va dire broche. Il a mis un aggloméré, alors c'est lui-même du 3 mm, donc c'est ce que j'appelle du carton bouilli carrément, c'est même pas du MDF, c'est une horreur. Donc, ouais, quand vous usinez ce genre de matière, euh, l'aggloméré et le MDF, médium, ça s'appelle le médium, prenez vos précautions ou alors faites que la machine soit enfermée dans une. Pas enfermée donc directement. Ah oui, d'accord, ça permet des réunions routées avec ce qu'on appelle des clans, c'est plutôt des brides. Alors, des brides, attention, je vais dire, mais voilà, à les poser d'une telle façon que ça ne sert pas la planche, ça sert l'endroit le plus court. Ça sert toujours à l'endroit le plus court et jamais le plus long. Voilà, une bride, elle a dû être dans l'autre sens. L'appui le plus proche de la pièce doit être le plus court. Et là, on se rend compte que ça va passer quand même. Mais bon. C'est pour ça qu'à la rigueur, au pire, vous prenez matière à travailler plus grande et vous la fixez dans le martyr avec des vis, tout simplement. Mettez 4 vis, une dans chaque coin. Si vous voyez que c'est légèrement mauvais, ben vous en mettez une
au milieu de la longueur qui est bombée. Et comme vous voyez bien que la surface de travail est toujours plus petite que la surface réelle de la machine, bah, vous pouvez toujours brider dans les coins sans rencontrer la vis automatiquement. Donc voilà, simplement. Les brides, c'est bien gentil, mais c'est quand c'est des épaisseurs très importantes. Quand vous avez des épaisseurs très fines, ben, n'hésitez pas à mettre une vis traversante. Et voilà, ça éviterait des collisions qui peuvent être quelquefois désastreuses. On appelle emplafonner. On se retrouve avec quelque chose qui n'est pas correct. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il a fait que pas servi du relais démarrer sa machine. Donc un M3 démarre la machine et un M5 arrête la machine. Et un M3 peut envoyer le code à un relais. Donc c'est étonnant qu'il n'ait pas utilisé cette chose-là pour démarrer sa machine. C'est très simple, un relais lui fait coller le fil et puis après, suivant la puissance qu'on donne dans le. Alors là, il est usiné du contreplaqué. Donc on voit que les copeaux sont beaux en général du médium. Alors, très bien. On va passer au suivant. Alors, ce monsieur est fier de sa machine. Il a tout à fait raison. Parce que même si elle est en bois, il a quand même utilisé des rails professionnels, une vis pour les déplacements, qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus puissant qu'une courroie. La courroie, je vous rappelle, c'est principalement quand il n'y a aucun contact, c'est-à-dire le laser ou une imprimante 3D. Ça permet des déplacements rapides et sans contact. Quand vous avez du contact et que vous allez donc rentrer dans la matière, il faut absolument de la vis. Sinon, vous allez risquer de perdre des pas, de perdre de précision. Parce que dès que vous allez rentrer dedans, vous allez forcément avoir flexion ou torsion, où ça va tirer. Et donc la courroie, elle n'est pas prévue pour ça. Si vous voulez travailler proprement avec une CNC de fraisage ou routeur, travaillez avec de la vis, du métal. Les courroies ne sont pas faites pour ça. Ou alors de la crémaillère. Mais métal contre métal, c'est obligatoire pour obtenir de la précision et de la puissance. Voilà. Il explique en gros comment il va faire. C'est d'un schéma, hein, on voit bien. Et il a pris c'est du semi-professionnel, la machine qu'il a faite. Par contre, là, on voit bien que il a une machine professionnelle pour couper matière. Hein. Hop là. Vous n'avez pas vu, mais la scie est passée. Hein. Ça s'est positionné, la scie est passée, terminé. Et vous êtes sûr d'avoir des coupes à 90 degrés, puisque tout est. Ah oui, d'accord. Comment obtenir un carré dans une. On voit que le monsieur a des moyens, déjà, hein, pour faire ça. Hein. Donc c'est une machine peut-être de loisir, mais il a quand même une machine professionnelle qui lui permet d'obtenir quelque chose de propre. Bon. Bon. Un petit coup de barre. La nuit était courte, mais bon, ça c'est pas votre problème. On va revenir sur le gâteau, le chat. Ah ouais, on voit, hein. Hop, j'ai arrêté l'image. On voit toujours le même matériel pour une commande numérique de loisirs. C'est simplement Arduino, c'est en bleu. Par-dessus, c'est le Shield, version 3.0 normalement. Alors là, les drivers sont ici. Apparemment, il y avait besoin d'une certaine puissance. Ils ne sont pas sur la carte elle-même. Les parties qu'on voit jaunes et la partie rouge sont normalement là où on met les drivers. Les petits drivers général des 2208 ou 2209 ou des 4988 qui sont directement ici montés sur une petite carte PCB qui sont en fichier. Donc, voilà.
Mais là, il a préféré prendre des TB 650, 6550 par exemple, un truc comme ça. Alors, sachant que la carte, elle, peut les piloter, mais on ne les enfiche pas sur les connecteurs là. C'est le connecteur qui est à côté, qui est de type je sais pas, très facile à avoir, hein. C'est des prises du pont, je crois. Hein. Alors, en général, c'est du Makita ou du DeWalt. Et on voit bien qu'ils rigolent pas sur le matos. Pardon. Ce sont des rails linéaires, donc c'est très bien. À mon avis, ça c'est son Y, ça c'est son X et ça c'est son Z. Et on voit bien, oui, bah oui, et on voit bien la double vis, parce qu'il y a un double rail là, mais la double vis pour le Y, le X est là et le Z est là. Après, il y a tous les interrupteurs voyants, alimentation, une seule alimentation, c'est très bien, c'est suffisant. Ils mettent du 36 volts ou du 48 volts qui est descendu en 36 volts. 36 volts, c'est ce qu'accepte la carte. Ça aussi, ça accepte 36 volts. Bon, bah, les moteurs, ce sont des. Alors, il y en a 4, hein, puisque vous voyez, il y a 4 vis, donc 4 moteurs. Deux qui vont être sur les vis de Y, un sur la vis de X, un sur la Z, bien sûr. Par contre, il a mis. Ah, d'accord. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a que deux rails linéaires pour les deux Y. Alors que là, il y a deux rails linéaires pour le X et deux rails linéaires pour le Z. On va voir pourquoi plus tard. Voilà. Alors là, il utilise le principe lamello, on va dire. C'est superbe, c'est une belle machine. Et donc voilà, il fait quand même quelque chose de propre. Et pour pouvoir assembler la verticale avec l'horizontale. Sorte que l'alignement soit superbe. Il a du matériel à sa disposition, le monsieur, hein. On voit bien, hein, c'est pas un amateur. Par lamello, hein. Excusez-moi. Donc oui, on voit bien que c'est quand même quelqu'un qui a de la précision à sa disposition. C'est même pas la même machine qu'il utilise. Alors, c'est du bois reconstitué parce que c'est de l'aggloméré. Contreplaqué, pardon. Contreplaqué. Et c'est nettement plus sérieux que l'aggloméré. C'est quand même. C'est du vrai bois qui a été mis à plat, hein, et qui après a été contrecollé pour en faire plutôt que de mettre de la colle. Et puis, il y a de la colle, mais bon, c'est pas un amalgame de colle et copeaux. C'est mon avis, hein. Ça n'engage que moi de dire que l'aggloméré, c'est de la mauvaise qualité. Ça ne me convient pas. Pour les usinages que je vais faire ou les choses que je vais faire, ça ne me convient pas. Ah ouais, bah, il parle. Bah, c'est très bien. Alors, on voit tous les petits trous qui vont accueillir les vis de rails linéaires, bien sûr. Alors là, malgré qu'il est quand même vous allez probablement mal aiguisé, puisqu'il y a des éclats, hein, carrément. Mais là, le travail de son portique à main levée, voilà. Il y a des machines de précision avec lui, mais là, seul coup, à main levée, je trouve que c'est un petit peu. Alors, c'est comme tu as rodé dans du bois, hein. C'est bien gentil, tu as rodé dans du bois, mais bon, pas deux fois, hein. Tenez, si vous serrez trop, votre bois il va partir en lambeaux, hein. T'as rodé dans du métal, ouais, t'as rodé dans du bois, franchement. Moi, j'ai une fatigue. C'est pas agréable pour vous, mais c'est pas agréable pour moi non plus d'avoir cette chose qui est dans mon œil.
Alors oui, les côtés sont pas symétriques parce que d'un côté on a le moteur et de l'autre côté on a juste à accueillir la vis. Pour ceux qui se demanderaient. Moi, j'éviterai de vous imposer ça, je me cacherai ma caméra. Voilà, comme ça par exemple. Voilà, hop, ce qui se passe. Mais vous avez toujours le reste de l'image et je peux vous commenter hein, parce que j'arrive à voir quand même ce qu'il fait. L'installation des moteurs de l'axe Y, hein, donc longitudinal. Excusez-moi. Donc, l'axe longitudinal, il a et le Y et il a deux moteurs pour pouvoir pousser correctement hein, parallèle. Voilà, je reviens. Là, moi, c'est la plus petite vis, donc c'est l'axe Z qu'il est en train de travailler. C'est quand même du semi-pro qu'il utilise, hein. De la bonne qualité, on va dire. C'est ce qu'il faut, hein. Le type de machine que vous voulez faire, n'hésitez pas. Mieux vaut investir tout de suite et attendre d'avoir le budget que de faire de l'à peu près. Si vous vous retrouvez après à dire bah, je voudrais bien plus grand, ou je voudrais bien plus solide, bien plus costaud, et puis vous dire bah, c'est un deuxième budget. Donc, si vous faites un investissement, attendez s'il faut, ne vous précipitez pas, réfléchissez, regardez comment faire, où faire. Sinon, il y a des machines toutes faites, hein. Bah, après, c'est vrai que c'est un investissement aussi, mais il y a des machines toutes faites qui sont de qualité, de bonne qualité, hein. C'est pas des chinoiseries en général. Chinoiseries, c'est les petites machines qui font 18 par 30, des choses comme ça. Si vous sentez l'âme de faire votre propre machine, ben, prenez quand même des matériaux de qualité. Évitez le médium, parce que évitez l'aggloméré, parce que là, franchement, vous avez piètre qualité. Le contreplaqué, lui, permet ben, d'être quand même déjà plus rigide, plus costaud et de travailler correctement. Vous n'aurez pas d'éclat, vous n'aurez pas de choses comme ça. Vous faites attention, hein. On usine quelque chose, il faut faire attention. Prenez votre temps, réfléchissez, faites un dessin 3D si vous êtes bon en 3D. Faites en sorte que vous réussissez du premier coup et non pas tout abandonner parce que vous êtes déçu. Alors la partie électronique, elle est relativement simple parce que c'est du GRBL, donc GRBL on trouve partout, hein. La version 1.1, c'est la dernière version, même si vous voyez qu'elle a 5 ans de développement, et il y a 5 ou 6 ans qu'elle n'a pas été modifiée, c'est quand même la plus récente et c'est plus fonctionnel, on va dire. Vous pouvez vous permettre de substituer votre routeur, enfin, votre broche, si vous voulez tester avec un petit laser de faible puissance, hein, en diode, hein, 5,5 watts, c'est très bien pour se bien graver, hein. Vous venez d'usiner votre boîte en étage, hein, c'est-à-dire que vous avez collé vos étages, tout ça, puis vous dites, bah, mon couvercle, j'aimerais bien l'agrémenter de quelque chose. Vous prenez la partie couvercle, vous la disposez et vous faites votre gravure. En enlevant donc votre broche, vous mettez votre module laser et vous obtenez une gravure. 2 watts et demi, 5 watts et demi, c'est largement suffisant pour obtenir. La découpe, non, brûlée, oui. C'est du diode, c'est brûlé, matière, chose de propre. Alors, j'ai fait un essai, dire, c'est versatile, j'ai fait un essai dans du médium. Et comme j'avais fait en sorte que le laser reste très longtemps pratiquement au même endroit, enfin, ou passe au même endroit pratiquement, ça avait commencé à creuser la matière. Bon, je l'avais fait dans une condition où il n'y avait pas de fumée, puisque c'était dans un espace aéré, on va dire, très aéré d'ailleurs. J'ai ouvert des fenêtres, hein, c'était l'été, donc j'avais permis d'ouvrir la fenêtre. Et donc, ça avait commencé à creuser. Et ça avait fait un petit relief, on va dire. La profondeur la plus importante devait être dans les 1 mm, 1,5 mm.
et ça m'avait permis de faire quelque chose de sympa. Ça avait bien noirci la matière et après j'avais mis un petit coup de vernis en bombe, c'est ce que j'avais à ma disposition, un coup de vernis en bombe et puis ça avait fait quelque chose de propre, quoi. Donc voilà, cette boîte je l'ai quelque part, je vous la montrerai un jour. Le principe que j'ai utilisé, c'est-à-dire que j'avais carrément fait un anneau, mais rectangulaire. Et cet anneau-là, pour pouvoir les empiler correctement, j'avais fait un trou de 6 mm dans chaque coin pour pouvoir mettre un tenon. Donc, j'ai acheté des baguettes de 1 mètre qui sont toutes prêtes hein, en 6 mm. Et le fond, c'est pas traversant, donc c'est borgne, hein. Et le haut, le dernier étage est lui aussi borgne, comme ça on ne voit pas la construction. Donc, mais ça permet de faire quelque chose de propre, puisque on ne voit pas comment c'est construit, mais on voit que c'est propre à l'extérieur et que c'est bien respecté, puisque les dimensions à chaque fois, après il y a un petit peu de ponçage à faire, hein, bien sûr, c'est du MDF, il y a un petit peu de ponçage à faire. Et si on veut recouvrir de peinture, il faut mettre une sous-couche, parce que sinon la peinture va être absorbée. Bien. On va arrêter là, ce truc-là, on va passer à autre chose, voilà. Et donc je disais, là c'est quand même du tout métal, hein. Donc si vous savez souder, n'hésitez pas, faites votre cadre en métal, carrément, avec vos tolérances, des choses comme ça. La meilleure machine, c'est celle que vous ferez avec vos moyens. Et la construire, même si c'est du kit, la monter en kit, c'est pourquoi pas. C'est très bien, hein, vous connaîtrez votre machine. Si vous l'avez carrément créée, vous connaîtrez encore mieux votre machine, vous connaîtrez ses défauts et ses qualités, ses limites et ses possibilités. Voilà. Donc on voit bien que c'est quand même de la matière métallique qui a été utilisée pour faire le portique. Et donc on voit que c'est quand même de relativement rigide. Et c'est quand même quelque chose qui permet de travailler correctement, donc de ce que l'on lui demande. Si vous voulez taper dans une matière rigide, il faut que votre machine soit rigide. Si vous voulez taper dans une matière molle, comme le MDF ou même des bois massifs, c'est relativement mou. Par rapport à un métal, bien sûr, hein. Par rapport à un aluminium ou un acier, c'est relativement mou, on va dire. Donc il y a moins de contraintes. Déjà, quand on veut faire un... Ah oui, c'est vrai, c'est la tête de mort avec des pistons. J'ai réalisé, moi, elle est là à mes pieds. En gravure laser, j'ai réalisé. Pas exactement la même, mais le principe, c'était des pistons avec une tête de mort. Là, c'est que des pistons. J'avais réalisé sur des choses qui soutiennent mes pieds maintenant, actuellement. C'est de l'agglomérat qui permettait de graver, de faire mes tests, de faire mes essais. Est-ce que vous verrez que cette vidéo en direct va être déposée sur ma chaîne YouTube, qui porte le même nom que la chaîne actuelle Twitch, Laser87man. Vous verrez en général 24 heures après le direct, 24 heures après, voire un peu plus, hein, ça dépend, 24, 30 heures, ça dépend, ou 48 au pire. Vous verrez ce même direct donc sur YouTube et vous verrez que j'ai depuis 5 ans, je crois, commencé à faire de la gravure laser et que c'est pas mon coup d'essai. Mission telle qu'elle est, c'est très très récent parce que j'ai décidé de pouvoir, je sais pas me montrer, mais c'est surtout que l'hiver, hein, il y a un défaut quelque part. Oui, ah non, je vois. Et l'hiver, ne pouvant pas ouvrir de fenêtre parce que c'est fait froid dehors, je ne peux pas faire de gravure parce que la machine que j'ai créée n'est pas couverte, pas recouverte et la fumée, je ne peux pas l'évacuer. Il est prévu dans un futur de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un capot qui recouvre la machine et une extraction des fumées sur l'extérieur. Donc là, sur ça, je perce quelque part. Donc je ne sais pas où je vais la mettre définitivement ou voilà. Sinon, je mettrai une bouche d'aération à ce moment-là si je n'ai plus besoin. Donc d'évacuer les fumées vers l'extérieur et je pourrais 100% vous montrer à la rigueur la réalisation que je suis en train de faire chaque mardi, hein. L'émission sera faite sur ça, une gravure en cours au laser et vous verrez avec la caméra déplacée, hein. Simple, la caméra, c'est téléphone portable qui sera déplacé
et qui sera mis dans la machine et que vous verrez exactement la réalisation au cours. Et je commenterai et je répondrai à vos questions entre-temps. Voilà, parce que vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Simplement. Alors, cette machine-là, oui, alors, différents logiciels de sortie de G-code existent, hein. Je crois que c'est CNCJ, hein. Il y a LaserWeb pour le laser. Il y a Candle aussi qui existe pour le fraisage. Et là, comme tous les coups, bah, on essaie de voir si la machine, les déplacements sont corrects. Le nombre de millimètres correspond par rapport à ce qu'on lui demande, hein. En général, quand on a une machine d'un assez grand format, on fait des déplacements de 100 millimètres pour être sûr. Et certains logiciels vous permettent carrément de calculer tout seul en lui donnant le chiffre de départ, le chiffre d'arrivée, et lui va calculer directement le nombre de pas qu'il doit envoyer directement. Là, il a fait carrément, quelques millimètres. Voilà, parce qu'apparemment, c'est 60 millimètres. Et parce qu'il l'a fait sur un papier illumitré. Donc, on voit bien son quadrillage, lui, s'il est bien respecté. Il a demandé de faire des déplacements et il vérifie au final que les diamètres et les diagonales et que les choses comme ça soient bien respectées. Et il est parti d'un zéro qu'il a créé là. Donc, c'est 60 millimètres, je crois. Il vérifie que les déplacements soient bien de 60 millimètres. Pas au dixième, mais moins, hein. C'est propre. Bien. Une fois que votre machine est calibrée, vous en tirerez le meilleur de la machine. Et il repart de zéro pour voir s'il y a eu des décalages. On doit pouvoir les voir, les décalages, si le trait devient plus épais en largeur, pas plus noir, parce que là c'est du noir ou du bleu qu'il utilise. Et c'est surtout, voilà, les déplacements. Alors en plus, ces déplacements, il est fait effectuer par des chaînes pignons. Il y a toujours du jeu sur ce genre de choses. On ne peut pas forcément tenir une chaîne plus que prévu. Avec les vis aussi, ça arrive, mais il y a des compensateurs de jeu. Donc la vis en elle-même est toujours en pression d'un côté ou de l'autre grâce à un ressort qui lui met en pression la vis. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, votre jeu est rattrapé. Mais avec une chaîne, c'est pas évident. Si vous y dans un sens et que vous revenez dans l'autre sens et que vous repartez, le jeu va se cumuler. Et vous allez vous retrouver avec une précision. Alors, la précision, on peut aller au dixième. Aller au micron, ça, machine-là. Et au dixième, on est quand même relativement précis. Certains vous disent 5 centièmes. Mais en répétabilité, en général, c'est dans le dixième, voilà, qu'en général, les machines travaillent. Répétabilité. On va faire plusieurs fois la même chose et on va lui demander de faire l'effort plusieurs fois, de se retrouver au même endroit et de regarder la différence dans la répétabilité. Imaginez que vous avez besoin de sortir 50 pièces précises, voilà, ou alors le fait que vous venez travailler précisément une partie, voilà, une belle machine. On va aller voir comment elle a été créée, je pense que c'est ça. Bien reçu. Voilà. Voilà comment il fait. Et il fait l'assemblage. Ah, partie 1, il assemble carrément le chariot qui va supporter le Z. Voilà. Donc c'est en. Alors oui, c'est propre, hein, c'est déjà usiné, c'est propre. Mais alors, pour obtenir une machine, il faut des machines. Et oui, c'est paradoxal. Pour obtenir une machine, il faut une autre machine. Alors, bon. Alors là, il met de la colle jaune, c'est une colle qui ne craint pas l'humidité. Donc si votre atelier a tendance à se retrouver dans des taux d'humidité trop importants, ça ne décollera pas les pièces, ça ne les perturbera pas, puisque cette colle est anti-humidité poreuse, et ce qui fait que ça travaille. On va peut-être s'abréger, hein. J'ai un autre document à vous montrer. Voilà, on va voir celui-là. Alors, on revient sur notre ami, voilà, parce que j'avais fait un saut de. Et ça va être son Z. Alors, imaginez la capacité de déplacement telle que l'on voit
en hauteur. Vous imaginez le Z, la hauteur qu'il peut dégager. En général, c'est plus vous dégagez de hauteur dans le Z, plus vous risquez les vibrations et de vous retrouver avec des décalages et des problèmes de perpendicularité, puisqu'il faut que la précision plus importante, c'est le Z pour obtenir quelque chose de propre. Il a toujours de bonnes idées, ce jeune homme américain, sauf, dit-elle, de mettre son bébé un peu gonflé sur cette table quand il s'en sert un peu comme esclave. Ça amuse l'enfant. Oula, déjà lui proposer de travailler avec une. Ouais. Alors, les moteurs pas à pas, c'est les 4 fils, en général. Alors, si vous ne savez pas lesquels fils il faut accoupler, c'est simple. Vous prenez 2 fils, vous les mettez en contact et vous essayez de faire tourner l'axe. Si l'axe tourne librement, ce n'est pas les 2 bons fils qu'il faut accoupler. Par contre, si vous sortez une résistance, c'est le 2 bons fils. C'est-à-dire qu'en général, c'est comme ça qu'on détermine. Après, si c'est du tout près, c'est-à-dire qu'il y a déjà un connecteur, ben, faites en sorte que ben, vous servez du connecteur et directement vous connecter dans le bon sens. Et sinon, si rien ne vous est indiqué, on ne vous dit pas c'est le fil rouge et le fil vert qui sont ensemble, et ben c'est simple, bêtement, il suffit de les mettre en contact et de faire tourner l'axe. Si l'axe résiste, c'est que c'est ce sont les 2 bons fils qui vont ensemble, c'est le bon couple. Donc après, vous les mettez côte à côte, hein, c'est pour, alors, il y a le pas et la direction. Il y a 2 fils pour compter les pas et il y a 2 fils qui donnent la direction. C'est pour ça que vous avez un moins et un plus dans les déplacements. Et que quand on lui donne une impulsion de direction dans un sens, hop, bah, il va aller dans ce sens-là quand on lui donne une direction. Et après, l'autre couple de fils, c'est celui qui donne le nombre d'impulsions. Sachant qu'un NEMA, peut-être 23, 34, peu importe sa puissance, a 200 pas. Ce qui veut dire que sur une rotation de 360 degrés, il n'y aura que 200 pas et à chaque fois que le pas saute de l'un à l'autre, il y aura 1,8 degré de parcouru dans la rotation. Alors, ne inquiétez pas, ça peut être très précis puisque le nombre de pas peut aller de 2, 4, 8, 16, voire 32. C'est-à-dire que l'électronique peut faire croire qu'il y a des demi-pas. Donc, ça améliore la précision. Par contre, une chose, c'est que le couple en lui-même, bah, ça le baisse. Voilà. La puissance, ça la baisse. Alors là, c'est une GT2 qui doit être armée, je crois, en 10 mm de large. C'est quand même un peu plus costaud que. Voilà. Par contre, la tension est très mauvaise là. Alors, la partie en dessous que vous voyez inoccupée, pour l'instant, va accueillir l'électronique. Comme ça, elle sera à l'abri de la poussière et c'est beaucoup plus pratique. Hop, pour obtenir quelque chose. Là, c'est le support des chaînes. Je connais pratiquement par cœur cette vidéo parce que c'est pas la première fois que je la vois, hein, et je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose de très bien. Alors, on voit, il rigole pas, hein. C'est du minimum 22 mm, je crois, à l'épaisseur du contreplaqué. On voit que c'est quand même quelque chose de sérieux qu'il est en train de faire, même s'il utilise de la courroie. Et ce qui coûte le moins cher en budget, c'est ça, la courroie. Si vous prenez de la vis, ça coûte plus cher. C'est du métal déjà, principalement, mais vous avez une meilleure précision. Et si vous prenez de la crémaillère, c'est encore différent puisque il faut que vous mettiez en pression le pignon contre la crémaillère et que ça soit en permanence en pression. Donc il faut utiliser, comme utilise la vie de CNC, des ressorts. Après, la tension du ressort, il faut la calibrer en fonction de ce que vous voulez. Et là, on voit qu'il ne désigne pas, ça doit être du M12, donc avec un gros écrou de 8, je crois, un truc comme ça. Et des roulements, hein, c'est du sérieux. Là, on voit bien que c'est du 10 mm. Hein. Là. Et on voit quand même la qualité de son outillage. Hein. C'est une belle.
partie à onglet qu'on appelle. Excusez-moi. Donc voilà, pour faire de l'amateurisme en CNC, bah, il faut quand même déjà du matériel de bonne qualité pour pouvoir usiner les pièces qui vont composer. Alors, il existe de très bonnes machines apparemment en impression 3D, mais bon, là, il y a des heures et des heures d'impression, de création des pièces. Si vous loupez une pièce, c'est dommage. Si, là, vous voyez, le bois, bah, au pire, vous l'avez à disposition, vous le retrouvez, vous le retaillez. Vous ne perdez pas des heures à attendre que la nouvelle pièce soit réimprimée. Alors là, il a mis un routeur de très basse qualité, hein. Il a modifié ça plus tard en mettant carrément, on appelle une défonceuse, hein. Là. Alors, le matériel qu'il utilise, c'est du Ryobi hein, qu'il utilise. Ah oui, alors, si vous faites ce genre de choses, prenez un forêt qui n'a pas une hélice directement, mais qui est ce qu'appelle un forêt défonceur. C'est-à-dire qu'il a de quoi couper sur le côté, il ne flambe pas, il ne se tordra pas. Alors, regardez bien ce qu'il veut obtenir. Voilà. Il a quand même un bricoleur du dimanche, c'est quand même quelqu'un de sérieux, à force. Il a beaucoup d'expérience. Alors ça paraît simple et rapide, hein, mais bon, il y a quand même des compétences. Il y a de la compétence, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Toujours à filmer en rapide, hein. Et filmer n'hésite pas, hein. Colle et clou, passer de serre-joint par exemple. Et c'est l'assurance d'avoir quand même une bonne rigidité. Je crois qu'il en a eu pour 900 $, je crois, ça, de matière pour faire ça. Excusez-moi. Mauvaise compagnie, je pense. Voilà. Et là, on voit, c'est le martyr. Donc la qualité du martyr, c'est qu'on lui demande, c'est d'être plat. Voilà, tout simplement. Donc c'est du médium qu'il a mis. On va mettre du contreplaqué pour taper dedans, hein. Médium est largement suffisant. Sa qualité, c'est de se faire défoncer. Si la fraise traverse, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut pour pouvoir détacher les pièces. Si la fraise traverse, c'est pas grave. Et puis si vous voyez que vous avez trop abîmé votre martyr, qu'il est trop marqué, ben, vous le résinez jusqu'à ce qu'il y ait la moitié de ça. Et qu'au maximum, en gros, la moitié de la matière d'origine ait été enlevée. Vous avez un médium de 20 mm, ne le tapez pas dans les plus de 10 mm à mon avis, puisque après, il va risquer de se gondoler puisqu'il était prévu pour être à 20. Ah oui, là c'est même pas un martyr, c'est carrément la séparation qui permet de coffrer. Et c'est en même temps, ça soutient la table pour éviter qu'elle ne flambe, c'est-à-dire qu'elle ne s'affaisse ou s'affaisse sur elle-même. Donc ça permet aussi de. Vous pouvez faire un rond, pas de compas, c'est pas grave. Et c'est ce qu'on peut faire aussi quand on fait. Voilà. J'aime bien cette vidéo, elle est fantastique. Il y a beaucoup de bonnes idées qui permettent d'obtenir. Vous détournez un ventilateur domestique, hein. Il ne fera plus de rotation hein, parce qu'il n'est plus sur son axe. Et vous détournez un ventilateur domestique pour en faire la ventilation de votre machine. Puisque là, il va y avoir quand même l'ordinateur, il y a quand même l'électronique qui va être emprisonnée et il faut bien sûr évacuer la chaleur qui est créée carrément par. Et bien sûr, aussi, pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre dedans, il a carrément mis des filtres hautes qui va. Alors, c'est facile à changer, hein, il suffira de les faire glisser. Il en a mis deux, je crois, pour tenir quand même le
chose de qualité. Ah oui, une chose, c'est que prenez vos précautions toujours, hein, faites attention à ce que vous faites. Voilà, il a laissé le bout de bois là, et à un moment donné, il lui est arrivé une mésaventure. Un bout de bois est parti en arrière à cause de ce qu'il avait laissé sur la machine, et s'est carrément planté dans sa porte de garage. Il est planté. Alors, les portes de garage aux États-Unis, c'est de qualité moindre, on va dire. C'est pas du métal, hein, mais c'est carrément planté dedans. Une de ces vidéos, on voit comment il appelle ça, oups, ou un truc comme ça, et il se rend compte que ben, si c'était lui, il aurait peut-être pris des dégâts. Alors ouais, le médium est sacrifiable pour faire ce genre de choses, hein. C'est la peine de prendre de la haute qualité pour disposer l'électronique. Ça fait le boulot, ça fait le job, comme on dit. Alors là, c'est une carte de contrôle avec port parallèle, donc c'est probablement Mac 3, je pense qu'on va utiliser. Une carte de contrôle en port parallèle. Ouais, c'est vrai que les ordinateurs avec port parallèle, ben, il y en a plus maintenant. J'ai tenté de mettre sur un ordinateur moderne une carte port parallèle, ça n'a jamais fonctionné. On m'avait conseillé deux cartes différentes. J'ai utilisé les deux, ça n'a fonctionné. Donc vous preniez un vieux PC, hein, des années 90, hein, 80, 90 on va dire, il y a toujours un port parallèle, un Pentium, hein, qui fonctionne très bien, hein. Mac 3 fonctionne très bien sur Pentium, hein. Il lui suffit de mettre Windows, je crois que Windows 7 est largement suffisant pour lui fonctionner. Et par contre, une chose, c'est quand vous usinez grâce à Mac 3, vous évitez de faire autre chose. Vous dédiez votre machine à Mac 3 et à l'usinage. C'est un logiciel temps réel, mais temps réel en détournant une fonctionnalité de Windows, c'est-à-dire qu'il démarre une partie de son noyau avant Windows, qui permet de récupérer le temps réel, parce que Windows n'a jamais été en temps réel. Il n'y a que Linux qui peut se permettre d'être en temps réel, hein. Et encore, certaines versions, il faut qu'elles soient un logo, enfin quelque chose, une version, soit avec une lettre, je ne sais plus laquelle, qui disent que c'est en temps réel, et ne jamais mettre à jour cette version-là si vous n'êtes pas sûr que c'est du temps réel qui va être utilisé. Et donc, Mac 3, ouais, vous ne ferez que du Mac 3 sur la machine que vous avez dédiée pour votre commande numérique. Du Word, vous avez donc une machine dédiée. Vous travaillez avec, par exemple, Kanban, hein, le logiciel qui vous permet de faire le G-code. Après, vous l'envoyez soit sur une clé USB, soit sur un réseau, parce que je vous encourage à avoir un réseau chez vous, hein. Vous avez au moins deux ordinateurs ben, et que vous avez une box, ben, automatiquement, vous ferez du réseau. C'est une bonne chose. Et ce qui permet de faire que vous encombrez pas forcément l'ordinateur gestion de CNC. Et que, ou alors, vous les gardez que sur cette machine-là. Il suffit d'avoir 60 Go, un Windows 7, 60 Go, vous faites vous dédiez par exemple 10 Go à RAM, vos codes CNC, pour 10 Go c'est énorme. Donc, ouais, vous prenez 10 Go et vous verrez que vous allez quand même pas mal de fichiers G-code parce que c'est relativement léger, puisque c'est un fichier texte qui est interprété par le logiciel, bah, Mac 3 par exemple, ou Linux CNC, Linux. D'ailleurs, je vous encourage à Linux CNC. Je n'ai pas regardé les dernières versions parce que était pour l'instant. La machine d'usinage CNC est au repos. Électronique encore accablée. J'avais démonté, je l'ai remonté d'entre-temps. Que j'ai revendu de budget. Une XCAR, première génération. La nouvelle génération a l'air sympathique. Bien, même la nouvelle génération. Leur concurrent qui était chez Poco avait fait quelque chose de bien. Vu que c'était des anciens de XCAR, bah, ils étaient partis de leur boîte. Et ils ont fait quelque chose de bien parce qu'ils ont modifié tout ça. Ils ont fait que la rigidité soit plus importante, plus professionnelle, vu le tarif qu'ils ont demandé. Et donc, voilà. Soit votre machine, vous l'achetez et vous la montez, soit vous la faites comme le jeune homme là. Après, il faut des moyens techniques, hein.
Non, il faut des choses comme ça, hein. Si vous êtes bricoleur, c'est pas un problème. Sinon, si vous n'êtes pas vraiment bricoleur, mais que vous voulez quand même que votre machine, vous l'ayez dans la main, à la main, en main, on va dire, c'est un kit. N'hésitez pas à acheter un kit. C'est prévu pour. Prévoyez 2 ou 3 jours de montage. Prenez votre temps. C'est très long. Faites 1 heure par 1 heure, on va dire, puisque à un moment donné, vous risquez de vous lasser et vous n'allez pas comprendre forcément tout. Euh, Regardez, c'est des vidéos, regardez bien les vidéos. Faites en sorte de bien regarder les fichiers qui vous sont fournis, les textes, vous faites bien la traduction, les dessins, les vidéos qui vous sont fournis, parce que vous arrivez à peut-être à les voir, hein. Il suffit qu'une pin soit décalée et vous n'obtenez pas ce que l'électronique doit faire. Et moi, je vais interrompre, ça fait déjà 1h20 que je crois ensemble. Je vais interrompre l'émission parce que je suis en train de piquer du nez, ce qui ne doit pas être agréable pour vous. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On se voit demain pour On en parle. Et je vais prendre un sujet d'actualité. Je me souviens de ce que je vais utiliser comme sujet. Et on en parle. Savoir pourquoi ce monsieur a dit ceci, pourquoi il a fait cela, qu'est-ce qui va lui arriver. Vous retrouverez le sujet. Je pense que voilà. Donc, à demain, on en parle. Bye.